Hervé est un homme ordinaire, un voisin banal, un gentil mari sans histoire. Un retraité de 63 ans qui, pour tuer l'ennui, épie les autres depuis sa fenêtre. Un homme que la vie va nourrir de rancœur et de frustration. Dans son premier roman, Ordinaire, Audrey Najjar pose cette question. Quand devient-on vraiment un monstre ? Laura aussi avait un voisin cordial, qui lui disait bonjour dans l'escalier, toujours bien habillé, presque sympathique. Le genre de voisin qu'on n'imagine pas un jour nous terroriser. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert, épisode 349, un témoignage recueilli par Mona Delahaye. En 2014, j'ai 17 ans, donc je suis au lycée. J'habite chez mon père et chez ma mère puisque mes parents sont séparés. Ils habitent tous les deux en région parisienne, mais mon père habite plus proche de mon lycée. C'est beaucoup plus pratique pour moi de m'y rendre, donc je suis plus souvent chez mon père que chez ma mère. Mon père habite toujours dans le même appartement que j'ai toujours connu, avec lequel il était avec ma mère quand j'étais petite. C'est un petit appartement. Quand on rentre, on est face au salon directement, qui est assez grand. Et ensuite, à gauche, il y a ce qui va servir de chambre, en fait, à mes parents. Moi, j'ai ma chambre qui est juste à côté du salon. Donc, j'habite au 2e. Et il faut savoir qu'il y a un couple qui est juste au-dessus, donc au 3e étage, qui fait un boucan monstre assez régulièrement et surtout le soir. J'entends beaucoup de cris. Je les entends se hurler dessus, en fait. Ça me tétanise complètement. Parce que je sais pas du tout ce qui se passe et je sais pas du tout combien ils sont, je sais pas du tout s'il y a des enfants, si j'ai aucune information en fait sur ce qui se passe en haut et les bruits que j'arrive pas à discerner, que j'arrive pas à comprendre me font peur et de me dire que c'est dans un immeuble et qu'ils sont juste au-dessus de moi, ça me fait d'autant plus peur parce qu'on est plutôt proche en soi et du coup c'est assez tétanisant pour moi. Généralement, je prends un casque et je mets de la musique pour m'endormir, ça me rassure de pas entendre les bruits et ça va durer plusieurs mois. Ces voisins-là, lui, je le croise relativement souvent dans la cage d'escalier. Il est assez petit. Il a des cheveux très courts, voire rasés. Il est assez blanc de peau. Il est brun, très propre sur lui. Il s'habille bien. Voilà, il a un costard, il a une mallette. Mais c'est vrai que sa femme, je ne l'ai jamais vue. Et donc, je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble. J'ai aucune information. En tout cas, je l'entends uniquement quand lui est là. Et surtout, il y a quelque chose qui, par la suite, va, on va dire, me donner des indices sur sa présence ou pas. C'est que je sais qu'il a un camion blanc. En fait, il se gare, du coup, forcément à côté juste en face de chez moi, dans le parking. Donc, je vais déduire parfois s'il est là ou s'il est pas là, grâce aussi à ce camion. Il y a un soir où les violences, elles sont beaucoup plus présentes que d'habitude. Les cris s'intensifient vraiment. On sent vraiment qu'il y a de la violence parce que moi, je déduis qu'il y a des personnes qui sont poussées sur des portes, sur des murs. J'entends le parquet, j'entends que ça marche vite, que ça court. Et donc, on décide de sortir sur le palier. Là où on va croiser aussi d'autres voisins qui, visiblement, sont assez inquiets aussi. Une petite fille va descendre du 3e étage, qui est en pyjama avec un doudou, qui doit avoir entre 5 et 6 ans. On l'accueille avec mon père, on lui dit, on essaie de la rassurer et de lui dire de rentrer chez nous, ce qu'elle fait. On laisse la porte de chez nous ouverte si les parents, en tout cas, descendent et comprennent qu'on n'essaye pas de faire quoi que ce soit de mal. La petite fille rentre et elle s'assoit sur notre canapé, elle parle pas du tout. Et on essaye de la rassurer tant bien que mal en lui donnant un verre d'eau, en s'asseyant à côté d'elle, en essayant d'être une présence, en tout cas, rassurante. C'est à ce moment qu'il y a sa mère qui descend du 3e. Elle rentre et en fait, elle prend sa fille assez violemment par les épaules et elle nous parle un langage mi-anglais, mi-français, en nous disant qu'il est fou, qu'il se drogue, qu'il est violent, qu'il lui parle mal. Donc nous, on est assez perdus face à la situation parce que tout se passe assez rapidement et qu'il y a une petite fille littéralement qui est en face de nous et la femme qui nous crie à moitié dessus et qui parle pas vraiment français. On sait pas vraiment quoi faire, on sent que les voisins sont dans la même situation que nous, ils sont un peu perdus. La femme et sa fille finissent par remonter. Le voisin descend à son tour et en fait, il nous regarde et il nous dit l'écoutez pas, elle est complètement folle, elle a des troubles psychiatriques et c'est elle qui me violente depuis longtemps. Regardez, elle m'a poignardée à la cuisse
Et là, il lève du coup son short et il nous montre une cicatrice visiblement qui peut être due à ça. Donc, c'est assez compliqué de gérer la situation à notre échelle, quoi. On n'a pas du tout su ce qui s'était passé par la suite, mais en tout cas, mon père finit par me dire que la femme est partie avec la petite fille. Lui, je le croise encore de temps en temps. Mais voilà, c'est cordial, il nous dit bonjour. Donc j'ai vraiment beaucoup moins de frayeur, on va dire, le soir, parce qu'en fait, on n'entend plus rien du tout. Et c'est hyper satisfaisant pour moi de me dire que, même si c'est très égoïste, parce que moi j'ai très peur de quelque chose qui se passe en haut mais que je ne subis pas, je suis rassurée de savoir que, en tout cas, il n'y a plus de violence en haut et de savoir que je pourrais être moins anxieuse à l'avenir. L'année suivante, c'est l'été. C'est un soir où j'ai un peu de mal à m'endormir. Il fait très chaud. Je dois avoir un débardeur et une culotte pour dormir. Il fait nuit et je regarde un peu ce qui se passe dehors pour m'endormir. Je regarde les arbres, les feuilles, des branches, le vent. Enfin, c'est assez apaisant. À ce moment, je vois quelque chose que j'arrive pas du tout à distinguer. C'est quelque chose de noir. C'est vraiment on va dire une espèce de grand bâton très foncé que je vois vraiment juste au-dessus de ma fenêtre. Je le regarde et avec insistance, je me rapproche un peu de la fenêtre et je vois qu'en fait, il y a, accroché à du coup ce genre de bâton, en fait, cette perche, il y a 2 objectifs et donc je les regarde et je panique honnêtement, je sais pas vraiment ce qui se passe mais mon premier réflexe, c'est de mettre la couverture sur moi pour, me couvrir et je me lève et là, je vois qu'elle remonte précisément là où est le balcon du 3e étage. Je sens que ça s'agite au-dessus puisque j'entends le parquet. J'entends des pas relativement rapides, donc je comprends qu'il est à moitié en train de courir. J'entends des portes, j'entends des fenêtres. En fait, je me dis tout de suite qu'il essaye de cacher quelque chose. Ça me conforte dans l'idée qu'il se passe vraiment quelque chose qui est pas normal. La première chose que je fais, c'est que je vais réveiller mon père, qui comprend pas très bien ce que je lui raconte et qui me dit que c'est probablement pas ce que je pense. Sauf qu'il voit que je suis complètement paniquée. Il prend, je pense aussi un peu peur, donc il finit par se lever et par aller sur le balcon. Il voit mon voisin. Premier réflexe qu'il a, c'est de lui dire: «Est-ce que tu as filmé ma fille?» Ce à quoi le voisin répond: «Non, non, pas du tout, non, non», d'un air ahuri, quoi. «Mais non, pourquoi faire?» Et il est en train de fumer une cigarette à ce moment-là et donc pour lui, tout a l'air de très bien se passer et moi, je suis en bas avec mon père en train de lui expliquer qu'il y a un voisin qui m'a probablement filmé pendant que j'étais en train de dormir. Donc on est sur un état de panique général, quoi. On reste tous les 2 avec mon père sur le canapé, voilà, à parler, à se regarder, et à se demander quoi faire. On n'attend pas énormément de temps avant d'appeler la police et là, il y a vraiment un moment de battement, qui est assez long. Mon père, à ce moment, fume, un peu cigarette sur cigarette et moi, je crois que je fume avec lui. Je pense que ça nous déstresse, tous les 2 et puis, on parle un peu, on s'imagine ce qui peut se passer, par la suite. La police finit par arriver 2 heures plus tard chez nous. J'explique, les faits du coup à 2 policières et un policier. Ils demandent pas à voir ma chambre, on reste vraiment dans le salon et je comprends très vite que, c'est vraiment le cadet de leurs soucis. La policière me dit: «Mais mademoiselle, enfin vous avez pas de rideau quoi?» Ah oui. Oui, j'ai pas de rideau effectivement, ah bah oui. En fait, ça crée vraiment un moment bizarre parce que je me dis: «Effectivement, j'ai pas de rideau. Peut-être que ça serait pas arrivé en fait si j'avais eu des rideaux, Ah bah ouais, c'est vrai. Puis limite, quelle idée de dormir, à moitié à poil, dans mon lit chez moi, dans ma chambre. Ça me culpabilise donc non, c'est assez lunaire et ils finissent par aller toquer, chez mon voisin qui du coup ne leur répondra pas. Donc les policiers partent et ils nous conseillent d'aller porter plainte et donc on finit par aller dormir. Donc le lendemain, moi je vais en cours puisque c'est, la semaine. C'est une journée qui est hyper bizarre pour moi parce que j'y pense énormément. Je sais pas du tout, comment, les choses, sont en train de se passer et moi le soir, j'ai un babysitting, à faire après mes cours. Au moment où j'arrive à mon babysitting, je reçois un appel de mon père qui m'explique qu'il est allé, menacer mon voisin en lui demandant, de lui donner tout ce qu'il avait de moi, ce à quoi le voisin va lui donner, une clé USB. Il me demande s'il regarde ce qu'il y a tout simplement sur la clé. J'ai peur de ce qu'il y a sur cette clé. J'ai peur puisqu'en plus c'est mon père qui la regarde et c'est ma chambre, c'est, mon endroit, c'est mon intimité, c'est vraiment, mon espace du coup dans cet appartement. C'est là où, voilà, je vais faire mes devoirs, où je vais dormir, où je vais me poser, où je vais vouloir écouter de la musique,
Parfois, quand je suis seule, je me masturbe aussi. J'ai des rapports, intimes avec, les différents copains que j'ai pu avoir et que j'ai à ce moment. Moi, c'est le début de mon babysitting. Il me reste encore une bonne heure et demie à être là-bas. Donc j'ai peur, j'ai vraiment peur de ce qu'il peut trouver, mais je préfère que mon père voie des choses que j'ai pas envie qu'il voie, plutôt que d'attendre 2 heures à rentrer chez moi et à regarder, ce qu'il y a sur la clé. Tant pis. On raccroche et il me dit avec quelques mots, plusieurs vidéos clés, des choses comme ça. Donc je mets bout à bout le fait qu'il y a une dizaine de vidéos de moi. Je comprends qu'il y a rien de compromettant parce que je sens pas mon père, gêné. Je le sens énervé, je le sens en colère, je le sens, plein d'émotions différentes, mais je le sens pas, gêné et bizarre face à ce qu'il voit. Quand j'arrive chez moi, je suis hyper stressée, mais j'ai qu'une envie, c'est quand même de regarder ce qu'il y a sur la clé USB, en fait. Donc je vais très vite redescendre un peu de mes émotions et tout de suite aller voir l'ordinateur où mon père, m'attend, on va dire, sur une chaise, enfin, c'est très solennel et moi, à ce moment, j'ai très peur de regarder et je vois donc une dizaine de vidéos, de moi. Je distingue ça sur la miniature des vidéos sans d'abord avoir vu les vidéos, mais je me vois moi, en fait, sur mon lit, à ma fenêtre, avec mon téléphone. J'ai pas envie que ça existe, en tout cas, j'ai pas envie de me dire que c'est possible. J'ai pas vraiment envie de voir ce qu'il y a, mais je finis par les visionner. C'est des vidéos qui sont très basiques, en fait. C'est vraiment des moments de vie, banals où, je suis en train de téléphoner, où je suis allongée, je me gratte le ventre, je vais lire un livre. Enfin, c'est des vidéos, de quelqu'un qui vit une vie normale, qui passe des coups de téléphone. Je comprends pas, en fait, l'intérêt, je comprends pas, pourquoi moi, je comprends pas, quel intérêt, vraiment d'avoir des vidéos, sans intérêt, qui sont nulles, en fait. Ça me fait bizarre de me voir, dessus puisque même si, on est quand même dans l'ère des smartphones et cetera, ça reste très étrange de voir des vidéos de soi, en plus dans une qualité qui est franchement médiocre. Donc c'est assez bizarre, ça fait vraiment, une ambiance bizarre, en fait. Je me demande avec quoi il a filmé, enfin j'ai plein de questions, en fait. J'ai vraiment énormément de questions auxquelles, j'ai pas de réponse. Je pense que je cherche, inconsciemment le moment où j'ai surpris, mon voisin en train de me filmer dans les vidéos et en fait, je le vois pas. Je vois pas du tout, ces moments-là et ça me fait peur parce que ça me fait me dire qu'il y a pas tout, en fait, et que c'est pas possible, qu'il ait tout donné, sur cette clé. Ou alors il aurait coupé des passages, il aurait en fait, je me dis qu'il a littéralement fait ce qu'il voulait, en fait, de du contenu, de ce qu'il a voulu mettre sur la clé. Donc je me doute qu'il y a pas tout, en fait, et ça me fait très, très peur. On décide d'aller porter plainte. Quand, on arrive au commissariat, c'est assez intimidant. J'ai jamais porté plainte. Je suis reçue, par un homme à qui je raconte, ce qui se passe, mais il y a pas énormément d'émotions. Je pense que c'est vraiment juste, un dépôt de plainte, pur et dur. L'idée, c'est juste de retransmettre des faits. Il y a aucune notion de gravité, qui m'est expliquée par cette personne. Je me sens pas, hyper, en sécurité, on va dire. On me rassure pas, on me dit pas que c'est la bonne chose à faire, on me dit pas non plus qu'il fallait pas que je le fasse. Enfin, c'est très compliqué pour moi de gérer ça et mon père est en bas, donc je suis toute seule avec l'officier de police. Pendant que le policier prend ma plainte, il me dit, que l'appartement du voisin a été fouillé afin de trouver, possiblement d'autres, vidéos, d'autres choses, compromettantes, pour moi ou même pour, d'autres personnes. Ils me disent qu'ils ont rien trouvé du tout et je me dis que c'est très bizarre. Je me dis, encore une fois, j'ai pas vu les vidéos de moi, surprise en train de me faire filmer, dans la clé USB. Il a forcément un contenu que j'ai pas eu et qui est quelque part et je me dis, il s'en est débarrassé ou alors il en a fait quelque chose. En tout cas, les policiers le trouveront pas parce qu'il a forcément fait en sorte de cacher ça. Une fois que j'ai porté plainte, ils me disent qu'ils vont revenir vers moi sous peu et qu'ils vont contacter mon voisin et qu'il va probablement être convoqué au commissariat pour expliquer ce qui s'est passé. Donc on part du commissariat avec mon père et dans la voiture, je suis tétanisée, je suis hyper stressée. Je sens qu'il se passe des choses dans mon corps que j'ai jamais ressenties, dans le sens où je ressens du stress et vraiment quelque chose d'anxieux. Je suis complètement perdue face à ça puisque je suis avec mon père dans la voiture et même si je m'entends très bien avec mon père et tout va bien, ça reste une figure paternelle. Je pense qu'à ce moment, j'ai besoin d'avoir une amie en fait avec moi
quelqu'un à qui je peux vraiment raconter à 100% ce que je ressens. Je me sens pas du tout épaulée dans cette période-là. Mon copain n'en fait pas du tout un sujet. On n'en parle quasiment pas. Puisqu'il en fait pas un sujet, j'en fais pas du tout un sujet non plus. J'en parle pas beaucoup autour de moi. J'en parle à mes amis très proches et je pense que j'en parle à ma mère avec un air vraiment avec de l'humour, je pense. En lui disant voilà, il s'est passé un truc, faudrait que je vous raconte mieux, mais c'est un truc de dingue. Mais pas du tout en ayant un air triste ou en ayant un air anxieuse ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours ce truc dans ma tête qui me dit: «Bon, bah, voilà, c'est pas si grave, il se passe d'autres choses qui sont vraiment, vraiment très importantes. Toi, voilà, on t'a filmé dans ta chambre, c'est pas personne n'est mort, personne n'est blessé, tout est censé aller pour le mieux». Il y a une partie de moi qui devient un peu pétrifiée à l'idée de dormir toute seule, de dormir dans des endroits que je connais pas. Quand je rentre chez moi après les cours ou que je suis toute seule, je vais avoir tendance à fermer tout de suite les volets quand j'arrive dans ma chambre, à vérifier qu'il y a aucune visibilité sur l'endroit où je suis dans l'appartement de mon père, parce que j'ai peur, en fait. Je me dis: «Il y a peut-être un trou quelque part qui fait qu'on me voit». C'est très compliqué à gérer de pas savoir, en fait, et de toujours avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut potentiellement me voir. Environ un mois plus tard, on est convoqué au commissariat avec mon père. Et là, on est reçu par un officier qui commence à m'expliquer la gravité des faits et qui met des mots sur la situation que j'ai vécue et que j'ai jamais entendue ailleurs. Donc il m'explique que ça s'appelle du voyeurisme et que c'est répréhensible par la loi. Et c'est des termes que voilà, j'ai jamais entendus jusque-là. Il m'explique que voilà, c'est pas normal et qu'il a reçu mon voisin qui lui a expliqué qu'il avait tenté de se suicider ce soir-là, mais qu'il avait vu de la lumière à ma fenêtre et que, pour une raison que je ne connais pas, il avait décidé de me filmer. Mon père est à côté de moi et moi je fonds en larmes parce que en fait j'ai de la peine pour lui, littéralement. Je me dis oh là là, c'est terrible quoi. Je me dis qu'il doit avoir une vie compliquée, donc voilà. Et le policier me dit que je peux aller plus loin, mais il me demande si j'ai envie de tenter la peine de prison. Moi, c'est inenvisageable pour moi de faire ça. J'ai pas envie de mettre quelqu'un en prison. J'ai pas envie d'avoir cette responsabilité-là. En fait, c'est impossible pour moi. Et il me dit que le plus contraignant, généralement, pour les gens, c'est l'argent. Il me dit, voilà, moi, je pense que tu devrais demander une certaine somme. Il gagne plutôt bien sa vie. Il est propriétaire de l'appartement. Donc, voilà, tout va bien pour lui. Tu devrais demander à peu près 800 €. Je dis, très bien, je vais demander 800 €. Et je finirai par avoir cette somme-là par la suite. Quand je reçois les 800 €, je suis en cours de philo avec une amie et mon premier réflexe, c'est de lui dire, «Ah bah super, j'ai reçu de l'argent». Je lui explique pas vraiment à cette amie que c'est de l'argent issu d'un procès. Vu que pour moi, c'est de l'argent un peu sale, j'ai envie de l'utiliser dans quelque chose qui ne va pas durer dans le temps, donc typiquement un voyage. Donc à ce moment, je pars avec mon copain en Grèce et je décide de mettre cet argent dans les billets d'avion et dans la location d'un logement là-bas. Avec les 800 € de dédommagement que j'ai reçus, il y a également une mesure d'éloignement qui a été mise en place. Mon voisin est propriétaire de l'appartement. Il n'a pas d'autre choix que de partir, tout simplement. Mon père, de temps en temps, me dit qu'il l'a vu avec quelques cartons dans la cage d'escalier, que son camion n'est plus là la semaine. Et voilà, il est contraint de partir. Il a plus le droit d'habiter dans la commune où j'habite moi. Et ça me rassure beaucoup. Après tout ça, je conscientise toujours pas vraiment ce qui s'est passé, puisque quelques mois après, je pars en vacances avec mon père. En fait, la vie a suivi son cours assez normalement et comme j'en avais jamais fait un sujet et que ça avait jamais été quelque chose de très concret pour moi, que j'avais jamais voulu que ça soit concret, j'ai jamais été voir de psychologue par exemple, ce que j'aurais dû faire, je pense. J'ai pas non plus reçu autour de moi des conseils qui me disaient d'aller en voir un. Enfin, j'ai pas été marquée par ça, en tout cas, donc j'y pense de temps en temps quand je suis chez moi. Quand je suis chez mon père, j'y pense aussi. Je me dis que c'est quand même très particulier et que, voilà, il y a quelqu'un qui était au-dessus de moi avant, qui n'est plus là et que, en partie, c'est à cause de moi qu'il a dû partir. C'est assez particulier. Quelques années plus tard, je suis dans ma chambre avec une amie à moi et à qui j'ai tout expliqué. Et en fait, on entend des bruits en haut. Moi, j'ai peur et je comprends pas du tout et je lui dis c'est bizarre.
Elle me dit bah oui, moi aussi je comprends pas parce que tu m'as expliqué tout ça, il est pas censé y avoir quelqu'un. On panique un peu et on finit par partir de chez moi. Quand on descend dans ma cage d'escalier, je croise un homme à qui je dis bonjour, un bonjour très sympa, souriant, et je vois qu'il me regarde bizarrement quand même, qu'il a vraiment un air un peu ébahi, très surpris. Et moi je comprends pas, je me dis bon bah bonjour et puis bah au revoir. Donc on part en fait de la cage d'escalier avec mon ami. On va dans sa voiture et au moment où je rentre dans la voiture, je me dis mais c'était lui en fait. C'était complètement lui et que je l'ai pas du tout reconnu, que je lui dis bonjour comme si de rien n'était. Il y a quelque chose de très bizarre en plus qui se crée après ça puisque je m'en veux, je me dis je suis vraiment stupide de pas l'avoir reconnu et de lui dire bonjour comme ça. En fait, j'ai peur à ce moment qu'ils se disent que tout ce qui s'est passé avant n'était pas si grave puisque je lui ai dit bonjour en fait. Quand on dit bonjour à quelqu'un, c'est qu'il y a une forme de respect, c'est que il se passe quelque chose en fait. Et là, je lui ai dit bonjour et donc j'ai peur qu'ils se disent bon, bah c'est que c'était pas si grave en fait, puisqu'elle elle m'a dit bonjour dans la cage d'escalier comme si de rien n'était. Elle a peut-être pas été traumatisée non plus quoi. Alors que la situation est plutôt traumatisante et que si c'était clairement très dur pour moi de gérer ça quoi. Ma chambre n'est plus une chambre. C'est devenu un bureau, un genre de dépotoir avec les affaires d'été et d'hiver qui sont dans des cartons et tout. C'est pas du tout un traumatisme pour moi de rentrer dans cette chambre. Je suis même contente la plupart du temps quand j'y vais puisqu'il y a des anciennes affaires à moi. Je suis pas du tout dans un état de stress ou quoi que ce soit. Je suis assez contente aussi puisque même si mon père a toujours trouvé la situation anormale évidemment et traumatisante, il a pas diabolisé ma chambre. Ça a jamais été un endroit où je voudrais plus jamais aller. Si j'étais contrainte de dormir dans cette chambre, je le ferais sans problème. Depuis, je pense quand même à mon voisin de temps en temps. Je me demande ce qu'il fait, quel travail il a, si il avait un casier, s'il a refait des choses de ce genre, si il a expliqué à ses amis ce qu'il avait fait. Je me demande comment il est maintenant, s'il a changé physiquement, où est-ce qu'il habite. J'ai essayé de le stalker parce que j'ai son nom de famille, mais j'ai jamais trouvé quoi que ce soit. J'ai pas très envie de chercher non plus, je pense. S'il pouvait rester une figure qui est invisible, on va dire, enfin mouvante, bizarre, je préférais que ça reste ça, plutôt que de mettre un visage vraiment très net sur quelqu'un, je préfère. 9 ans plus tard, c'est la première fois que j'ai un appartement toute seule et c'est un vrai sujet puisque j'ai longtemps hésité à habiter seule. Voilà, j'ai toujours des appréhensions quand je suis chez moi, quand je suis à ma fenêtre. Je fais toujours attention à ce que personne ne me voit. Je demande à mes amis ce qu'ils voient de mes fenêtres. Ça me rassure beaucoup quand ils me disent qu'ils ne voient rien du tout. Je fais quand même hyper attention aux immeubles qui sont en face de moi parce que il y a quand même un certain vis-à-vis. Quand il se passe des choses, quand il y a une fenêtre qui est ouverte, quand il y a un volet qui est ouvert, je prête énormément attention à des détails comme ça, parfois même trop. Je me dis des fois, je suis hyper border envers les voisins moi-même parce que j'ai tellement peur que eux me voient que du coup, des fois, je deviens un peu putain, mais il a ouvert la fenêtre. Et je me rends compte que je fais de l'hypervigilance relativement souvent et je me sens pas du tout en sécurité le soir. La journée, je vais me sentir très bien, très détendue, mais le soir, je vais éviter de faire du bruit, de mettre ma musique un peu trop forte. Voilà, j'ai pas envie d'exister la nuit. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 349, un témoignage recueilli par Mona Delahaye. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Victor Benamou. Montage, Camille Legras. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert.
2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.